Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 8e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 8, au clair de la lune. Alors que la nuit venait de tomber et qu'Emma et Valentin regardaient la télévision dans le salon, Léo quitta discrètement sa chambre pour se rendre dans celle de ses parents. Il fouilla sous le lit et dans divers placards avant de jeter son dévolu sur un meuble à vêtements. Il sortit du tiroir à chaussettes une boîte en métal qui pesait plutôt lourd et qui était fermée par un cadenas à code. « Je me doutais bien qu'il en planquait au moins une autre. » se dit Léo à voix basse, en affichant un air satisfait. L'adolescent tenta toute une série de combinaisons, y compris sa date de naissance, avant de se rendre compte qu'il n'y parviendrait pas comme ça. Comme il se doutait que l'inspecteur était plutôt du genre fleur bleue, il décida de tenter une autre approche. Le fils de l'inspecteur quitta la chambre de ses parents pour se rendre dans le salon. Il alla se blottir contre Emma et lui demanda le plus simplement du monde. « Au fait, maman, c'est quoi déjà votre date de mariage avec papa ? Je voudrais vous faire un cadeau. » À la fois surprise et ravie, Emma répondit sans y faire attention. « Oula, tu as un peu de temps devant toi, mon chou. C'était le 16 février 2002. Il me reste encore des photos. Tu veux que je te les montre ? Peut-être une autre fois, maman. » répondit Léo en se levant d'un bond avant de retourner dans la chambre de ses parents. Il tenta la combinaison 160202 et par magie, le cadenas s'ouvrit, permettant au jeune homme d'accéder au contenu de la boîte en métal. À l'intérieur se trouvait un pistolet. « Salut, toi !» s'exclama Léo en s'emparant de l'arme avant de refermer la boîte et de la remettre à sa place. Il retourna ensuite dans sa chambre avec son butin et se remit à lire son précieux carnet de notes, en attendant patiemment le moment idéal. L'hélicoptère était en train de se rapprocher de Castel-les-Pins. À son bord, Alias et Talion débriefaient de leur entrevue avec le professeur Klaus Sattler. Leur voix résonnait dans les haut-parleurs des casques anti-bruit qui recouvraient leurs oreilles. Si les propos reportés par Sattler concernent bien Boglov, on doit se méfier d'un éventuel réveil de sa part qui serait dévastateur, déclara Alias. Je ne suis pas certain que la phrase qu'aurait prononcée Boglov était liée à ça. Et c'est quoi cette histoire de Petit Pousset? C'est un conte pour enfants terrariens, c'est ça? C'est vrai, j'avais oublié que vous ne venez pas de notre monde. Le Petit Pousset, c'est l'histoire d'un garçon que ses parents abandonnent dans la forêt, mais qui connaît très bien leur plan. Alors il sème des cailloux derrière lui un peu partout pour retrouver son chemin. Si c'est bien de cette histoire que s'est inspiré Boglov, alors la forêt c'est l'Équateur. Et si la discussion remonte bien à l'affaire Picovan, ça fait plus de 4 ans que ce cher Nicolas a caché des petits cailloux. Espérons que ces cailloux ne sont pas trop dangereux. Connaissant l'animal, je ne vous cache pas que je suis inquiet, Alias. Et moi donc, répondit le chef de la DPA. Je suis aussi inquiet pour vous, Alias. Le directeur afficha un air contrarié. Pourquoi donc? Les sous-entendus de Sattler me paraissaient être plutôt clairs. Il devrait moins sous-entendre celui-là. Vous êtes malade, n'est-ce pas? Alias ne répondit pas. Il se contenta de tourner sa tête vers le hublot, tandis que le pilote amorçait la descente de l'hélicoptère. Dans la salle de pause du commissariat de Marmottin, l'ambiance était plutôt joyeuse. Alors qu'Oswald s'amusait à bouger les décorations du petit sapin qui se trouvait juste à côté de la machine à café, Cornelius et Camélia discutaient avec le lieutenant Fonck. Ces derniers avaient troqué leurs longues toges blanches
contre des pulls, des pantalons et d'épais manteaux trop grands pour eux. Les deux propriétaires de porte avaient convaincu Fonk de les accompagner faire du shopping. « Votre machine à coffrer produit une boisson des plus délectables !» s'exclama Cornelius. « Je me demande si je ne pourrais pas en installer une dans ma porte. » « Allons, ne dis pas de bêtises !» déclara Camélia avant de boire une gorgée de tisane. Le lieutenant n'écoutait les deux ancêtres qu'à moitié. Il était comme obnubilé par le petit objet brillant et doré que lui avait confié Camélia pour le remercier d'avoir fait un petit détour par la boutique de vêtements. « C'est vraiment de l'or ?» demanda le lieutenant sans quitter des yeux le précieux objet. « Oui !» répondit Camélia. « C'est bien pour cela que l'on appelle ça une plume d'or. C'est la monnaie des Gadias. »« Je vous paie quelques vêtements et vous me donnez une pièce d'or. »« Ces vêtements le valent bien, non ?» demanda Cornelius en regardant son pull. « Regardez, il y a un petit sapin sur mon haut. C'est un petit sapin, c'est si dépaysant. Ravioli sapin, s'exclama Oswald. « Mais oui, Oswald, ravioli sapin !» La discussion fut interrompue par l'arrivée de l'inspecteur Bloom et du commissaire Tassier. Camélia, Cornelius, qu'est-ce que vous faites ici? S'enquit l'inspecteur. C'est Fonk qui est allé les récupérer au vieux fournil. Ils ont provoqué un petit incident. Lança Josiane en traversant la salle pour aller se faire couler un café. Très chouette le petit pull avec le sapin. Merci, charmante dame, s'exclama Cornelius avant que Camélia ne lui jette un regard noir de jalousie. Vous allez bien, inspecteur? Demanda le lieutenant Fonk en mettant discrètement la plume d'or dans sa poche. Je suis fatigué. J'avais prévu d'aller me coucher, mais apparemment la DPA va nous envoyer son rapport d'enquête d'une minute à l'autre. Vous savez, Nathan, je peux m'en charger si vous voulez, répondit Tassier. Non, ça va aller, commissaire. Comme c'était des amis de mon fils, j'ai envie de m'impliquer au maximum. Léo venait de quitter le domicile de ses parents. Il avait attendu plusieurs heures que sa mère et son petit frère finissent par aller se coucher. L'adolescent déambulait dans les rues de Marmottin, avec pour seule compagnie la lumière jaune des lampadaires qui bordaient la route et une averse de neige. Ses yeux étaient rivés sur son petit carnet, et plus particulièrement sur une carte de Marmottin. Après une petite demi-heure de déambulation, le jeune homme finit par s'arrêter devant une maison. 5 rue du Bouclier, domicile de Madame Léger, lança-t-il en regardant successivement sa carte et la plaque bleue qui trônait sur l'angle de la maison. Léo remarqua que l'intérieur de la demeure était toujours éclairé, malgré l'heure tardive. Il s'avança à peu feutré vers une des fenêtres avant d'apercevoir une vieille dame qui regardait un vieux reportage à la télévision. Juste à côté du poste se trouvait un vieux piano à queue. Le jeune homme fit la moue. Il réfléchit quelques instants et finit par se résigner à aller sonner à la porte. Il s'y prit à plusieurs reprises et la vieille dame finit par se lever pour aller lui ouvrir. « C'est pourquoi ?» demanda la maîtresse des lieux en ouvrant la porte. « Bonsoir, madame. Je suis désolé de vous déranger. J'ai oublié mon téléphone et j'ai besoin d'appeler mon papa pour qu'il vienne me chercher. »« À cette heure-ci ?» s'enquit la vieille dame. Oui, j'avais un concert en ville. Je joue du piano et j'ai oublié de prévenir mon papa qu'il devait me récupérer après. »« Ah, mon pauvre petit !» s'exclama la grand-mère. « Entre donc, tu vas attraper froid !» Le jeune homme ne put s'empêcher d'afficher un sourire en coin. La vieille femme le conduisit jusqu'à son téléphone qui se trouvait sur un petit meuble situé dans un couloir. C'était un téléphone à cadran, une véritable antiquité. « Tu sais utiliser ce genre de téléphone ?» demanda la vieille femme en affichant un grand sourire. « Oui, bien sûr !» s'exclama Léo en décrochant le combiné et en se mettant à composer un numéro au hasard. « Parfait! Je te laisse, je retourne à mon émission. Je suis dans le salon si tu as besoin de moi. »« Merci beaucoup, madame, » répondit le fils de l'inspecteur. Il attendit quelques instants que la vieille femme s'éclipse et raccrocha le combiné. Il se mit en quête de la porte qui ouvrait la cave. Quand il la trouva, il l'ouvrit le plus discrètement possible, alluma la lumière et descendit d'un étage. Une fois à la cave, il se précipita vers le congélateur. Il en sortit plusieurs sacs de surgelés et une sorte de grosse plaque de polystyrène. Lorsqu'il la retira, ses yeux s'illuminèrent. « Bingo !» lança-t-il avant de plonger ses mains dans l'appareil d'un autre âge et d'en ressortir 3 énormes œufs bleus. Léo rangea le congélateur, le referma, prit les œufs contre lui et se précipita à l'étage dans le but de quitter la maison. Mais alors qu'il remontait de la cave,
Il fut surpris par la maîtresse des lieux. Il y avait une coupure pub. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis désolé, » lança Léo. « C'est quoi ces grosses œufs ?» Le fils de l'inspecteur les déposa délicatement au sol. « Je suis vraiment désolé. Vous auriez pu passer une excellente soirée devant la télévision. Demain, vous vous seriez levé et vous auriez pu raconter à vos amis que vous étiez venu en aide à un pauvre garçon qui voulait appeler son papa. Mais il a fallu que vous décidiez de lever votre vieille paire de fesses de votre vieux fauteuil pourri. » La vieille femme était outrée. Elle voulut crier sur le jeune homme, mais elle n'en eut pas le temps. D'un geste rapide, Léo sortit de derrière son dos le pistolet de son père et tira une balle dans la tête de la vieille femme, qui s'effondra au sol dans une mare de sang. Le jeune homme soupira. Il rangea son arme, reprit les œufs et quitta la maison à pas feutrés. Tandis que les lumières des habitations voisines s'allumaient, les habitants du quartier ayant été alertés par les coups de feu. Il remarqua alors que devant la maison s'était garée une voiture noire aux vitres teintées qui n'était pas là lorsqu'il était arrivé. Il n'y fit pas très attention, mais il décida tout de même de presser le pas. Il voulait s'éloigner le plus rapidement possible du quartier, d'autant qu'on commençait à entendre le hurlement des sirènes retentir dans tout Marmottin. Il évita une voiture de police de justesse et fut bientôt dépassé par une ambulance. Alors qu'il se croyait tiré d'affaire, le fils de l'inspecteur croisa bientôt le chemin d'un véhicule blindé noir, doté d'un gyrophare rouge et sur lequel était écrit en lettres blanches « DPA ». Lorsque le conducteur croisa le jeune homme, il décida de faire demi-tour. 2 soldats sortirent du véhicule. « Qu'est-ce que tu fais dans la rue à une heure aussi tardive, jeune homme ?»« C'est quoi ces œufs bleus dans tes bras ?» Léo se sentit piégé. Il ne savait pas comment réagir. Il ne pouvait ni jouer la carte du simple gamin, ni sortir une nouvelle fois son pistolet. « Merde !» pensa-t-il. « S'il trouve le flingue, je suis foutu. »« Jeune homme ?» reprit le soldat. C'est alors que les phares d'un véhicule se mirent à transpercer le brouillard, manquant d'aveugler les hommes de la DPA. Ce véhicule, Léo le reconnut immédiatement. C'était celui qui était garé devant le domicile de la pauvre Madame Léger, quelques instants plus tôt. La voiture se gara juste devant le fourgon blindé. En sortit alors un homme portant un costume cravate noire et des lunettes teintées. « Agent Cobalt !» s'exclama le conducteur, en montrant un badge de la DPA. « Vous faites quoi ici, messieurs ?» On se rendait rue du Bouclier pour assister la police, et on a croisé la route de ce jeune homme, monsieur. Très bien. Je vais m'en occuper. Je suis vraiment navré pour le contretemps, messieurs. Les soldats se regardèrent. C'est alors qu'ils virent des sortes de pointeurs laser bleus apparaître sur leurs uniformes. L'agent Cobalt attrapa Léo par la veste et le fit tomber par terre en accompagnant le mouvement. Quelques instants plus tard, il y eut plusieurs détonations produisant un son étrange et des balles bleutées s'abattirent sur les soldats, qui s'effondrèrent au sol dans une mare de sang. Lorsqu'il vit la scène, le conducteur voulut prendre la fuite. Il écrasa l'accélérateur et s'empara de la radio. « Et merde !» s'exclama Cobalt, avant de voler l'arme de Léo. L'agent de la DPA visa alors les pneus du véhicule et il tira, ce qui perturba la trajectoire du véhicule qui vint s'écraser contre un lampadaire. Le conducteur sortit du véhicule et se mit à courir dans la neige, mais son uniforme fut bientôt illuminé par les mêmes lueurs bleues que ses collègues. Quelques secondes plus tard, il s'effondra également au sol. Cobalt plaça son doigt contre son oreille. Il entendit sa radio grésiller. « Vite, il faut qu'on parte. Il a donné l'alerte, ce con. » Sur ces paroles, l'agent prit Léo par le bras et le força à monter dans sa voiture. Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Tellington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.